Mais cette année particulièrement, ça sera décuplé puisque c'est pour la 10e édition de ces universités que nous sommes réunis. Et donc, c'est une très grande fierté. Et bien sûr, cela est possible d'abord parce que, et vous me permettez-moi de vous remercier, il y a beaucoup d'entre vous qui, depuis le début, se sont joints à l'aventure 5T. Donc, je voudrais tout particulièrement les remercier pour leur fidélité, pour leur confiance, pour leur soutien. Certains sont là vraiment depuis la première heure. Vous vous reconnaîtrez. Et puis, bien sûr, je voudrais dire bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour la première fois. Vous êtes aussi nombreux. Ils ne sont peut-être pas tous arrivés parce qu'on est un peu en avance pour une fois et j'espère qu'on ne va pas perdre l'avance, Denis, qui est le maître des temps. Mais il faut savoir qu'on a eu beaucoup de nouvelles personnes qui nous ont rejoints. Et je voudrais bien vous dire à ceux qui arrivaient aujourd'hui, écoutez, vous voyez, au bout de 10 ans, il n'y a plus grand-chose à faire, on n'a plus besoin de trop se mobiliser. Vous arrivez à un moment où finalement, tous les grands sujets, les années passées ont été décisifs et on sait où on en est. Mais je crois que malheureusement, on en est bien loin. Pour ceux qui ont commencé la matinée en ouvrant leur télé, vous avez découvert qu'on n'a plus de gaz russe depuis ce matin en France. Mais c'est certain, il y a toujours un espoir et il y a toujours une lumière au bout du tunnel avec quelque chose on croit fondamentalement chez E5T qui est la conjugaison des talents et l'intelligence collective en action. Et c'est pour ça qu'on va retrouver autant d'experts sur ces 2 jours à nouveau, avec des sujets qui seront vus de façon un peu plus détaillée. Donc bref, que vous soyez ici présents, arrivés ou pas, je sais que les arrivées vont se faire petit à petit, ou derrière les écrans, puisque vous pouvez nous suivre en streaming, écoutez, soyez tous les bienvenus, ce qui est juste le slide d'avant. Sachez que E5T, ça commence à devenir une grande famille et on est heureux qu'elle s'élargisse d'année en année. Alors, c'est vrai que depuis l'année dernière, finalement, l'actualité, ça n'aura échappé à personne, a été particulièrement chargée. Alors, cette année, en 2022, on avait plus de 10 événements clés qui étaient prévus juste sur les questions de climat. Donc, je ne vais pas tous les détailler, mais en tout cas, vous êtes tous bien conscients qu'il y a de plus en plus de questions à traiter. Elles sont de plus en plus complexes, de plus en plus urgentes, et tout ça sous code rouge lancé pour l'humanité, parce que, bien sûr, côté climat, il ne se passe plus une journée sans que nous ayons à subir une des conséquences du changement climatique absolument partout dans le monde. Alors, je pourrais, à l'occasion de cette nouvelle édition, pour la 10e fois, vous énumérer une fois encore la longue liste d'événements climatiques que nous avons subis. C'est des incendies dévastateurs, des vagues de chaleur, des épisodes caniculaires, les pires sécheresses depuis 500 ans, des manques d'eau records, l'accélération de la fonte des glaciers, des inondations graves, des précipitations intenses, des tempêtes, des pluies de grêle ou des pluies diluviennes, partout. Mais bon, je suis sûre que vous avez par vous-même pu faire l'expérience, puisque malheureusement, ce sont des milliers d'hectares de forêts qui ont été détruits dans nos régions proches. Et puis, vous êtes tous, partout en Europe d'ailleurs, vous avez tous vu les vagues de chaleur, les vagues de canicule se succéder avec un thermomètre qui est resté proche des 40 degrés. Et d'ailleurs, qui, selon certaines études, font de l'Europe la première zone du monde à souffrir plus que les autres, à souffrir de ce changement climatique depuis les années 70.
comme si cela ne suffisait pas, pourtant c'est quand même déjà bien lourd, eh bien, nous voilà aujourd'hui, on aura l'occasion de le développer pendant la première table ronde que j'animerai dans un instant, face à une situation de guerre entre la Russie et l'Ukraine qui bouscule complètement tous les agendas et la feuille de route évidemment européenne du Fit for 55 qui avait été, rappelez-vous, voté au mois de juillet, juste avant nos universités de l'année dernière. Et cette feuille de route était déjà très contrainte et la voilà encore remise sous pression avec le plan Repower EU. On va en reparler dans un instant. Et donc, nous voilà finalement poussés à faire converger géopolitique et climat. Et ce conflit, évidemment, nous oblige, entre autres, à revoir toute la question des approvisionnements, avec un retour non souhaité du charbon et de la réouverture de certaines centrales à charbon, avec un accroissement de la part du GNL américain, donc je vous rappelle le gaz de schiste américain, avec la fracture hydraulique qui a été interdite en France depuis 2011, des prix de l'énergie qui explosent, donc une crise économique qui semble se profiler, on va en rediscuter, des alertes de pénurie et plus que des alertes aujourd'hui, et puis évidemment, comme un malheur n'arrive jamais seul, eh bien, il faut ajouter à cela les tensions sur Taïwan, qui ont amené la Chine à suspendre les négociations climatiques avec les États-Unis. Or, comme le signalait encore ces derniers jours le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, eh bien, sans dialogue et coopération entre ces deux plus gros émetteurs de CO2 au monde, le net zéro à horizon 2050 devient un défi encore plus difficile à relever. Vous voyez, quand je dis que ceux qui nous rejoignent, il y a encore du pain sur la planche, c'est peu de le dire. Alors, côté solution, malheureusement, on a encore beaucoup de mal à avoir une feuille de route déclinée sérieusement en abordant la totalité des problématiques à traiter dans une logique globale. Et malheureusement, je dirais, c'est certain, en matière de transition énergétique, on a vraiment besoin de s'occuper de trois axes. Le premier, juste avant, pardon, regarde celle d'avant. Le premier, c'est bien sûr réduire la part des énergies fossiles, il faut le rappeler, parce que c'est un peu contradictoire avec les décisions que l'on voit sur le court terme. Renoncer au charbon, réduire la part du pétrole, réduire ou transformer le gaz naturel, c'est un vrai sujet, avec justement l'accroissement de la part des renouvelables, énergie solaire, éolienne, hydroélectricité, ce n'est pas exhaustif. Le biogaz, qui pourrait être une façon de remplacer une partie du gaz naturel, la fameuse part du nucléaire en France, qui est la plus haute au monde, avec beaucoup de discussions aujourd'hui, l'hydrogène vert, il faut bien sûr régler les difficultés intrinsèques à ces énergies renouvelables, à savoir l'intermittence et donc tout ce qui est stockage de l'électricité, et puis ne pas oublier la sobriété, efficacité énergétique. Et vous savez que troisième volet, et c'est tout ça en même temps, et je vous dis, ce n'est pas exhaustif, troisième volet, c'est bien sûr de récupérer, stocker le CO2 à la sortie des usines qui en produisent, ou même en allant le récupérer directement dans l'atmosphère. C'est un sujet qui paraissait complètement surréaliste il y a à peine 5 ans et qui aujourd'hui fait partie des solutions du GIEC avec ce Direct Air Capture. Donc vous voyez, il y en a qui préfèrent simplifier le problème de la transition énergétique vers cette neutralité carbone en trouvant une solution un peu miracle dont on entend beaucoup parler dans les médias. Et pourtant, malheureusement, je crois que ce n'est qu'en choisissant de bien comprendre la global picture et en apportant et comprendre comment chacun apporte sa pierre à l'édifice qu'on peut espérer contribuer au résultat final sur un des trois axes particuliers que je viens de citer. Évidemment, je ne doute pas, si vous êtes là depuis aussi longtemps ou que vous vous joignez à ces universités E5T, que vous faites partie de cette deuxième catégorie de personnes qui ont compris cette complexité. Et vous savez, je pense qu'il faut qu'on se rappelle que malgré ça, il y a de l'espoir. Pourquoi ? Il y a plus de 100 scénarios aujourd'hui net zéro, c'est-à-dire zéro carbone,
qui sont possibles et qui ont été développées par tout un tas d'organisations très crédibles, dont l'AIE. Voilà, l'AIE a fait des scénarios à 2050. Est-ce que pour autant, on a une vision aboutie aujourd'hui de ce que sera le net zéro en Europe ou en France? La réponse est non. Et les tensions géopolitiques actuelles viennent encore peser sur une équation qui contient malheureusement déjà plusieurs inconnus. Donc cette 10e édition n'est possible à nouveau que parce que nous partageons tous bien plus qu'un intérêt, mais sur le sujet de la transition énergétique, vers cette neutralité carbone dont on reparlera à plusieurs reprises. En fait, c'est parce que nous partageons des convictions fortes et un engagement qui est sans doute encore plus important. Et cette question de l'engagement, ça m'amène à vous parler d'un nouveau défi que nous nous lançons chez E5T, qui est la nouvelle initiative des 100 leaders pour la planète. Alors, les 100 leaders pour la planète, ça va s'appuyer, c'est un programme d'info-formation qui va s'appuyer sur 100 personnes engagées, qui vont être engagées en tant qu'experts et apprenants, experts dans leur sujet, mais désireux d'apprendre des sujets des autres. Et donc conscientes de l'importance de continuer à se former, à se développer en apprenant de leurs pairs, en décryptant bien sûr l'information et en analysant une actualité qui évolue et transforme radicalement le monde. Alors ces 100 leaders pour la planète, ils ont une ambition, c'est constituer les fondations d'un mouvement qui vise à infoformer 1 million, on reste sur 1 million de personnes d'ici à 2030. Et donc, on aura l'occasion d'en reparler plus en détail lors de la table ronde de demain, mais vous avez un stand que je vous invite à visiter devant l'entrée de cette université. Et j'en profite pour vous dire que l'an prochain, la nouvelle édition n'aura pas lieu là, mais à l'espace Lacan. Donc, cette année, nous avons 10 stands. L'an prochain, nous en aurons 100. Et j'espère que nous aurons déjà aussi l'an prochain 1000 personnes formées par ces 100 leaders. Alors vous allez me dire, ça démarre fort, mais nous avons besoin d'ambition. Nous avons vraiment besoin de beaucoup d'ambition, car pour revenir à nos préoccupations, dans le monde d'après-Covid, force est de constater que non seulement nous devons faire face, comme je le disais, à cette urgence climatique croissante, mais en plus, nous devons composer avec une nouvelle donne géopolitique extrêmement épineuse et un contexte économique extrêmement sensible. Je le dis haut et fort dès maintenant parce que ça va donner le ton de toutes les interventions et de ces universités à venir. Et pourtant, malgré les crises et malgré les difficultés qu'elles supposent, bien plus que jamais, la mission de construire le nouveau paradigme éco-énergétique nous incombe à tous. Et sans nul doute, constitue l'opportunité d'une vie. Je crois que notre immense vulnérabilité d'être humain, dont nous sommes certainement beaucoup plus conscients depuis ces 3 dernières années, on en a pris toute la mesure, eh bien, doit devenir notre principal carburant pour alimenter tout le leadership que nous devons déployer pour faire face à cet énorme défi que suppose la construction de ce nouveau monde. Et c'est un leadership dont je sais que bon nombre d'entre vous sont dépositaires, et cela fait plus de 10 ans, j'en suis le principal témoin, et je voulais vous le dire de façon simple parce que je crois qu'il faut aussi voir ce qu'il y a de bien et les forces en action pour transformer les choses. Donc la vraie question pour cette 10e édition est de savoir si malgré les crises finalement, et Dieu sait si ce ne sont pas des petites crises, on sera en capacité de mettre en œuvre ce nouveau paradigme éco-énergétique qui a 4 dimensions, on va le voir un peu plus en détail. C'est un terme que je mentionne souvent et j'aimerais peut-être l'expliciter un tout petit peu plus avant de retrouver évidemment nos premiers invités avec qui on détaillera tout ça. La première dimension, c'est que pour la première fois, on aura l'opportunité de penser la croissance en la décorrélant de la consommation des énergies fossiles, grâce justement à tout ce dont on a parlé, le développement des énergies renouvelables. On a une petite vidéo là-dessus. La deuxième dimension, c'est qu'on va pouvoir prendre en compte les externalités grâce à l'économie circulaire et régénérative.
La troisième dimension, ce sont les territoires, hein, c'est le T. On va retrouver les E5T. Hein. La première, c'est énergie, efficacité énergétique. La deuxième, c'est économie et environnement. Et la troisième, c'est le T, pardon, le T de 5T, c'est territoire et économie locale. Et puis, bien sûr, une quatrième dimension qui est l'innovation. Alors, ce n'est pas inclus dans le sigle 5T, sauf si on le prononce à l'anglaise, ce sera E5T. Mais l'innovation, c'est sous-jacent aux trois premières dimensions. Et je sais que pendant ces 2 jours, on va en voir beaucoup des innovations. Il y a plein de choses qu'on ne pourra pas voir, mais vous voyez, dans les innovations, je vais mettre la réalité augmentée, la réalité virtuelle au service de l'environnement, les véhicules électriques autonomes. Je remercie Renault qui va nous montrer un moteur sans métaux rares qui est à l'entrée sur la voiture exposée. On va avoir la blockchain, on va avoir la data science, l'open data, l'Internet of Things, IoT, les biotech, la géoingénierie, l'impression 3D, la robotique. Voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui, je veux juste vous signaler qu'on va sortir un bouquin dans quelques semaines sur l'intelligence artificielle avec un groupe de travail qui a démarré ici au service du climat. Et d'ailleurs, je crois que pour être responsable, on sort aujourd'hui chez E5T notre premier site éco-responsable en matière d'innovation. Donc vous voyez, je ne résiste jamais, même en propos d'ouverture et même quand les choses sont graves, à essayer de démontrer qu'on peut conjuguer lucidité et optimisme, car l'espoir doit nourrir nos travaux. Et notre capacité, bien sûr, à pouvoir et à vouloir s'en sortir, en osant regarder vers le haut. Vous avez tous compris que je faisais référence au film Don't Look Up. On doit regarder les choses en face. Et en affrontant avec courage, avec talent, avec détermination et beaucoup de cœur, certainement, ce défi gigantesque que constitue la lutte contre le changement climatique aujourd'hui et la construction d'un monde net zéro à venir. Et donc, c'est sous ces auspices que je vais placer cette 10e édition des universités E5T et qu'ensemble, nous essaierons d'apporter des réponses à ce thème donc, que nous avons retenu pour cette année, la neutralité carbone face à la crise mondiale, on aurait dû dire face aux crises mondiales. Et encore un grand merci et excellentes universités. Je vous laisse découvrir le nouveau paradigme éco-énergétique en vidéo. Merci. Incendie, inondations, tempêtes, ouragans, fonte des glaces, sécheresse et manque d'eau record. Zone désertique, migration climatique, atteinte à la biodiversité et effets négatifs sur la santé humaine. Toutes les conséquences du même problème, l'effet de serre et des émissions de CO2. Le moment est venu de réinventer notre rapport à la vie, à l'homme et à la planète, en créant un nouveau modèle économique et énergétique. C'est ce que nous appelons le nouveau paradigme éco-énergétique. Il intègre 4 dimensions. La première est que pour la première fois, nous sommes en mesure de compter sur de nouvelles sources d'énergie renouvelable et donc décorréler la croissance économique de l'augmentation de la consommation d'énergie fossile. La deuxième dimension est la possibilité de prendre en compte les externalités positives et négatives à travers l'économie circulaire et régénérative. La troisième dimension réside dans la mobilisation de tous les territoires qui font partie de la solution, en tenant compte de tous les êtres humains. La quatrième, enfin, est une nouvelle vague d'innovation telle que nous n'en avons pas connue depuis la Renaissance et la Révolution industrielle. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons croire et nous mobiliser tous au-delà de ce que l'on croyait possible, en opérant les changements nécessaires et en adaptant notre société et nos modes de vie. C'est le pari de la confiance et un retour à notre véritable humanité. Merci. Frédéric Thivet, donc on était accueillis à Lexi hier. Je vais vous laisser prendre votre micro. On est ravis de vous retrouver aujourd'hui et de retrouver les étudiants de Lexi plus mobilisés que jamais. Ils ont été extraordinaires hier soir. Et on a passé un grand moment avec un dîner magnifique. Donc merci d'être là et je vous laisse la parole, Frédéric. Merci beaucoup, Myriam. Et donc, écoutez, je suis donc très heureux d'exprimer toute la fierté de Lexi d'être associé à l'organisation de ce séminaire depuis son origine.
Donc l'EXI, c'est l'école d'ingénieurs généralistes de La Rochelle. Et donc Myriam, vous parliez d'innovation technologique, de solutions. C'est effectivement une école dont la raison d'être est de former des ingénieurs responsables qui vont apporter des solutions aux besoins de la société. C'est la deuxième école de la région Nouvelle-Aquitaine en termes de nombre d'ingénieurs diplômés. Et c'est une école qui est engagée depuis des décennies, au-delà de la formation, donc auprès des collectivités territoriales. L'an dernier, je soulignais l'engagement de l'école auprès des communes environnantes. Et depuis une douzaine d'années, l'école accompagne avec une soixantaine d'étudiants une commune dans des opérations de conception et de déploiement d'isolation thermique pour ces bâtiments ou de solutions de mobilité durable. Cette année, ces travaux se porteront donc sur les communes d'Angoulins-sur-Mer, également sur la ville de La Rochelle et de Salles-sur-Mer. Je voudrais aussi souligner l'implication de l'EXI dans le projet régional Ferrocampus, qui vise à développer donc de la formation, de la recherche, de l'innovation dans le domaine du ferroviaire durable. En termes de recherche, écoutez, donc l'EXI est engagé aujourd'hui dans le réseau R3 Mob sur la mobilité qui a été mis en place par la région Nouvelle-Aquitaine, avec un certain nombre de compétences autour de la gestion des connaissances, de la mobilité durable intelligente, et également d'un point de vue technologique sur le stockage de l'énergie dans des batteries et des piles à combustible. On travaille en particulier avec différentes sociétés, y compris dans le domaine nautique, sur ce type de sujet. Et puis je ne voudrais pas rater, bien sûr, et ceci en présence de Monsieur le Président de la communauté d'agglomération, Monsieur Jean-François Fontaine, a souligné l'engagement de l'EXI auprès de la communauté d'agglo. Alors d'abord d'un point de vue historique, sur différentes expérimentations qui ont été menées en termes de véhicules urbains autonomes. Vous parliez de véhicules autonomes. Donc la communauté d'agglomération a été fortement engagée sur 2 projets, donc City Mobile 1 et 2 dont nous faisions partie. Et en termes de pilotage, donc au total plus de 8 mois d'expérimentation de fonctionnement qui ont été menés sur des véhicules autonomes pour répondre à des besoins de transport collectif. Et aujourd'hui, alors je pense sans dévoiler des grands secrets, donc l'EXI s'est positionné auprès de la communauté d'agglomération pour un nouveau projet d'expérimentation dans les communes autour de La Rochelle, de bâtir un projet de transport en commun décarboné, répondant à la demande et garantissant une attente maximum de 10 minutes pour tous les habitants d'une dizaine de communes autour donc, de la communauté d'agglomération de La Rochelle. Voilà, donc vous voyez, le LEXI est fortement engagé sur ces questions de transition énergétique et de mobilité. C'est pourquoi l'association de l'école à ce séminaire a vraiment du sens et est particulièrement naturelle. Et puis je finirai, vous les avez sous les yeux depuis quelque temps, en soulignant donc l'implication de 2 personnes clés de l'école dans l'organisation que sont Joël Jacquet, donc directeur de la recherche, et bien sûr Luminita Yon, les 2 donc, professeurs donc, responsables de la partie énergie-environnement à l'école. Et bien sûr, vous les avez vus ce matin, ils vous accueillent, ils sont des petites mains de la logistique, comme vous l'avez souligné Myriam, l'ensemble des élèves qui sont mobilisés pour accompagner ce séminaire. Voilà, écoutez, je vous souhaite un excellent séminaire à chacun de vous et puis j'aurai plaisir à partager certains moments avec vous. Merci Frédéric, merci beaucoup et bravo à Loumi et Joël. Et puis, on va accueillir tout de suite, bien sûr, toujours avec un grand bonheur, Jean-François Fontaine. Merci, monsieur le maire, d'être là pour cette nouvelle édition. On est toujours très fiers d'être à La Rochelle, qu'on a choisi et qui nous a choisis. Et c'est un contrat renouvelé avec jamais de déception. Il se passe tellement de choses qu'on n'est pas à manque d'illustrations sur les idées. Et d'ailleurs, un baromètre sur la neutralité carbone a été lancé avec des initiatives de la ville. Donc, à vous, Jean-François. Merci d'être là. Merci beaucoup, Myriam. Merci à vous tous d'être là. Bienvenue à La Rochelle pour ceux qui ne sont pas à Rochelais. Bienvenue à tous ceux qui rentrent de congé. C'est effectivement ce congrès, ce forum 5T marque un petit peu la rentrée, une rentrée particulière
Parce que, évidemment, les événements de cet été, que ce soit en France, mais que ce soit au Pakistan, que ce soit aux États-Unis, montrent bien qu'on est dans une transition, mais une transition irréversible, ce que beaucoup sont en train de nous expliquer. Et donc, tous les enjeux que nous avons devant nous, eh bien, nous essayons de les appliquer au territoire. Nous sommes modestement le T de E5T. Que fait le territoire? Qu'est-ce qu'il essaie de faire? Premier élément, essayons de ne pas être vertical. Ce n'est pas aux élus de dire aux habitants, voilà ce que vous devez faire. Nous sommes là pour susciter, nous sommes là pour accompagner, pour donner du sens, pour donner un cap, mais c'est aussi la tâche de chacun, individuellement ou collectivement, que d'avancer dans ce territoire pour aller vers l'objectif zéro carbone 2040. C'est aussi la mission des scientifiques, la mission des écoles, parce que ce sont eux qui préparent ceux qui géreront nos territoires demain. Alors on est engagé dans ce territoire avec un très grand nombre de partenaires, 130 partenaires sont associés à cette démarche sur le territoire de la communauté d'agglomération, partenaires très divers, ça va du monde économique bien sûr, chambre d'agriculture, chambre de métiers, chambre de commerce, grand port maritime, je ne pourrais pas tous les citer, et puis tout un effort essentiel qui est comment faire que la population comprenne, avance. Alors pour certains c'est facile, ils sont militants écologiques, ça fait longtemps qu'ils en parlent. Pour d'autres, c'est plus complexe parce qu'il y a une chose que les populations ne comprennent pas toujours, il n'y a pas de changement énergétique sans changement de paysage. Quand on a fait des énergies renouvelables, avec notamment tout ce qui est l'énergie hydroélectrique, on a rempli d'eau des vallées complètes en montagne. Quand on a exploité le charbon, on a transformé le paysage des pays charbonniers. Et aujourd'hui, on se heurte, je ne vais pas développer tous les thèmes. Le pétrole, c'est le changement de paysage, il n'y a pas lieu ici, il a lieu plus loin. Mais il n'y a pas eu une seule énergie sans changement de paysage. Et aujourd'hui, d'implanter une éolienne en milieu plus rural, je ne vous dis pas comment le climat il a changé. Ce qui était enthousiasmant il y a 15 ans, 10 ans, admis dans tous les pays d'Europe du Nord, aujourd'hui, entre les réglementations qui sont naturelles, Natura 2000, réglementation loi littorale de toute nature, et l'acceptabilité des habitants, eh bien, on se heurte à une vraie difficulté. Et le gouvernement qui veut accélérer sur la question, je pense, éolien, qu'il soit inshore ou offshore, se heurtera à des fortes réticences. On le voit sur le seul champ qui est en préparation dans notre territoire, qui est le champ au large de l'Héron. Personne ne veut voir une éolienne, ni en mer, ni à terre. Alors tout le monde dit qu'il faut mettre plus loin. Oui, mais d'accord, mais plus on met loin, plus le courant il sera cher. Pas tourner autour du pot. Maintenir une éolienne à 40 000 des côtes coûtera 2 fois plus cher que de le maintenir à 20 000 des côtes et coûtera encore plus cher que si elle était à terre. Je fais ce bref passage pour montrer que la transformation de notre planète sur les questions environnementales ne sera pas simple. Projet également de méthanisation. Il y a derrière cette notion de méthanisation des inquiétudes. Ça va exploser, ça va se sentir mauvais. D'où énormément de travail, de pédagogie pour dire aux populations, oui, c'est une des solutions. Le photovoltaïque, quand il s'agit de quelques mètres carrés, pas de difficulté. Quand il s'agit de couvrir un parking, ça se fait dans la joie et la bonne humeur. Par contre, quand vous faites des fermes photovoltaïques, parce que pour sortir du courant en photovoltaïque, il faut de la surface, relation avec l'agriculture, qu'est-ce qu'on fait dessous et tout ça, très compliqué. Et puis, sujet auquel on est confronté tous les jours, la première énergie sur laquelle nous travaillons, c'est surtout de ne pas la consommer. C'est donc de faire de l'urbanisme où on soit dans la ville, ce qu'on appelle du quart d'heure, pour aller travailler, pour aller s'instruire. Voilà, on soit dans des distances raisonnables, pied, vélo, voire bus. Et ça veut dire concentrer l'emploi et les activités dans les villes. Ça veut dire les densifier. Alors que si vous demandez à la population qu'est-ce que vous souhaitez, ah non, nous on veut des espaces verts. Donc il faut essayer de résoudre sans cesse ces contradictions qu'on a sur tous nos territoires. Oui, il faut concentrer l'habitat dans les zones où on a déjà tous les services, les mobilités. Et tout ça, c'est complexe. Je vais vous donner un exemple territorial. L'hôpital, polémique parce que, je veux dire, il y a 10 ans, on ne se serait pas posé de questions. Il y a 20 ans, on l'aurait mis sur la rocade. Ça veut dire que tout le monde utilise la bagnole, que ce soit les salariés, les malades et tout. Nous, on veut un hôpital en ville. Parce que quand vous avez 4500 salariés, il faut leur offrir une offre de transport public qui soit de qualité et que le premier mode de déplacement, évidemment
pour les malades, pour les accidentés, l'ambulance restera, évidemment. Mais je pense aux 4 000 ou 5 000 salariés, leur offrir un mode de transport public, quelle que soit l'heure, parce que dans un hôpital, c'est 24 sur 24, qui fonctionne tout le temps. Vous voyez les réalités de terrain sur lesquelles nous vivons, il faut modifier, il faut faire accepter, il faut expliquer. Je crois qu'il y a un effort pédagogique considérable à faire sur ces mutations extraordinaires. Vous savez, il y a 10 ans, La Rochelle, un quart de la ville était sous l'eau avec Oxyntia. Donc la montée des eaux, ça parle aux gens ici. Alors on a monté les protections, on les a intégrées dans le paysage, ça se passe plutôt bien, mais il ne faut pas faire que lutter contre les montées des eaux, il faut essayer également de faire que ça ne se produise moins, ça se produira quand même, hein, mais moins, simplement, eh bien, pour tout cela, il faut agir en profondeur. Dans une société où aujourd'hui, parfois, on ne regarde pas suffisamment collectivement. Dernier élément, la relation au temps. La Première ministre nous a fait une très belle annonce, 1,5 milliard d'euros. Mais ce n'est pas que pour La Rochelle, hein, chers collègues, que je vois dans la salle. C'est pour toute la France. Ce qu'il nous faut, c'est des programmations pluriannuelles. Ce n'est pas 1,5 milliard d'euros maintenant. C'est très bien, tant mieux. Mais je veux dire surtout, s'il nous faut, puisque le président a un mandat sur 5 ans, que les collectivités sont sur 6 ans, mais elles ont démarré plus tôt. Donc on a à peu près les mêmes échéances. Il faut une programmation sur les 5 ans qui viennent. Combien l'État nous met pour que nous puissions agir ensemble. L'État seul ne pourra rien faire. Rien. Si ce n'est des grandes orientations. Mais quand il s'agira de les traduire sur le terrain, ils auront besoin des régions, des départements et bien sûr des villes et des communautés d'agglomération. Et donc on a besoin d'écrire ce partenariat pour les 5 ans qui viennent parce qu'on a besoin que nos renforts, entre guillemets, que nous puissions additionner nos ressources budgétaires. Rien qu'à l'échelle de notre territoire, on a comme quelques ressources. On met 1 milliard sur le mandat, sur les équipements publics, tout confondu. Hein, je parle département et agglomération. Donc, avec l'aide de l'État, on peut faire des programmations pluriannuelles parce que les enjeux que nous avons devant nous, ils sont pas à 1 an, évidemment. Ils sont à 5 ans, ils sont à 10 ans, ils sont à 50 ans. Dans un monde, je l'avais dit dans une précédente ouverture de travaux, dans lequel ce qui domine, c'est le fait qu'on est dans une transition. Quand on est passé de l'huile de baleine au pétrole, on ne savait pas où on allait. Mais comme certains l'expliquent très bien, le pétrole a été une transformation du monde considérable. On arrive à la fin de l'ère du pétrole pour un certain nombre de raisons géopolitiques que vous évoquerez tout à l'heure. En tout cas, s'adapter aux nouvelles énergies, notamment énergies renouvelables, c'est d'une complexité extraordinaire, avec évidemment tous ceux qui affirment, et là je prends la règle absolue, en général, celui qui affirme est un ignorant. Merci à vous. Merci beaucoup Jean-François et je vous solliciterai pour un événement spécial l'an prochain où on impliquera le grand public. Ce sera la 11e édition, on aura l'occasion d'en reparler. Et on accueille tout de suite Guillaume Rioux. Merci d'être là, vice-président donc, de la région, qui depuis le début suit nos travaux. Et on sait combien la coopération entre la région et la ville est importante. Donc Guillaume, alors je vois Denis qui veut faire un petit rappel avant. Oui, un petit rappel avant. La plupart des gens savent que j'ai la mission de gérer le temps. Alors, c'est très important. Chaque année, après les universités, nous interrogeons les participants pour savoir qu'est-ce qu'on peut améliorer. Et le reproche qui revient chaque année, c'est nous n'avons pas suffisamment de temps pour discuter avec les speakers pendant les pauses. Alors, bien entendu, parce que lorsque l'on dépasse le temps, et c'est pour ça que Myriam a commencé un peu plus tôt, à ce moment-là, on réduit les pauses et donc les gens n'ont plus la possibilité de pouvoir discuter. Alors, pour vous rappeler, vous avez sur le pupitre, vous avez de quoi avancer vos présentations. En vert, vous avancez. En rouge, vous revenez en arrière. Et le blanc permet de montrer... Voilà. Sur le reste, eh bien, si vous venez ici, essayez de rester dans la lumière
parce que pour le streaming, c'est important que l'on vous voit. Et puis, ne mettez pas de masque lorsque vous parlez. Voilà, donc si vous me voyez m'agiter, ça veut dire qu'il faut que vous arrêtiez, mais vous avez devant vous, vous avez le temps qui est minuté. Je vous remercie. Merci Denis. Alors Guillaume Rioux, merci d'être là à nouveau pour cette édition. On est ravis de vous retrouver avec un engagement toujours indéfectible de la région. On nettoie les micros. À vous. Merci Madame la Présidente, Monsieur le maire, Monsieur le directeur. Effectivement, c'est toujours un honneur et un bonheur en ces temps pourtant tragiques d'être à vos côtés. Nous poursuivons notre accompagnement dans tous les sens du terme à vos côtés et c'est une préoccupation au cœur de notre action publique au niveau régional. La question des transitions, c'est même le nom qu'a souhaité Alain Rousset porter à ma délégation, à mon ministère. La question que nous nous posons en ce moment, et Jean-François Fontaine a commencé à le dire, est-ce que nous sommes encore dans des questions de transition où certains commencent à penser, à commencer par les jeunes, à modifier les termes, le vocabulaire. Peut-être devons-nous parler de bifurcation, de rupture. Est-ce que nous aurons le temps des transitions? C'est pas sûr. Ces éléments temporels qu'évoquait Jean-François Fontaine, je ne crois pas qu'on va pouvoir se permettre d'attendre 2040, 2050. Vous sentez tous cette accélération de la pression, les horizons qu'il faut que nous nous donnions communément, action publique, entreprise, tissu associatif, habitants, peut-être plus que citoyens, les habitants d'un territoire, c'est sans doute des horizons 2030. Donc là, il y a une bonification à prendre en compte de manière assez certaine sur l'approche temporelle. Et puis, il y a l'approche spatiale, bien sûr, les territoires, ça a déjà été dit de multiples fois, nous sommes bien sur des politiques ascendantes et capillaires, et c'est comme ça que ça doit fonctionner. Et puis des ruptures d'ordre physique aussi. Nous sommes sous le signe de l'énergie, il y aurait d'autres thématiques. Nous avons passé un été évidemment absolument affreux sous le signe du feu. J'étais avec Alain Rousset et Henri Sabarot le lundi où il faisait 44 degrés auprès des agents de la filière. Nous avons voulu nous déplacer au PC et ça n'a pas été possible. La tension était telle que le président Rousset y est retourné le lendemain matin. Mais à 45 degrés, qu'est-ce que vous voulez faire avec une hygrométrie à zéro? Pas grand-chose, si ce n'est de constater et d'envisager une aide instantanée, la présence, et puis d'imaginer le moyen terme, la replantation, bien sûr, avec les autres urgences à caractère industriel. Que faire de ces 30 000 hectares qui ont brûlé? Comment, pour autant, en tirer la substantifique moelle de ce qui reste? Et M. Archambault, présent dans la salle, c'est ô combien le sujet est prégnant. Mais c'est l'eau. C'est l'eau. L'eau dans ses versions milieu aquatique. Les tragédies là sont multiples. Mais l'eau aussi dans sa dimension eau potable, eau servicielle. On n'imagine pas un seul instant que demain, en tournant notre robinet, ça sera peut-être plus possible, qu'en appuyant sur le bouton de l'électricité, ça deviendra précaire. C'est tout nouveau, ça, pour notre civilisation. Ça fait 200 ans que nous sommes en évolution, en progrès humain, en croissance éternelle. Comment appréhender, pour nos générations, les générations de nos prédécesseurs, les jeunes l'ont compris, comment appréhender ces nouvelles dispositions que les forces physiques de la nature, de l'univers, mettent à notre disposition. Elles sont toujours là, ces forces. Il faudra juste imaginer comment elles pourront être différemment, dans des modalités physiques différentes que celles d'aujourd'hui, à notre service, mais aussi au service des autres êtres vivants qui sont sur cette planète. Alors l'eau, rien n'est garanti. L'agence de l'eau
attire déjà notre attention, à Dour-Garonne, j'entends, sur de réelles difficultés sur notre territoire. Il n'y a pas que dans le sud-est de la France que les questions se posent. C'est l'eau avec sur ce secteur particulier qui est la plaine de l'Aunis. Je vais demain rencontrer les irrigants des Deux-Sèvres qui ont, vous le savez, des projets pour essayer de capter cet excédent hivernal, pas tous les ans, mais il y a encore 4 années sur 5, où nous pouvons stocker l'eau pour la restituer pour des usages estivaux. Se pose évidemment la question du partage de l'eau, de la ressource, le partage des ressources. D'ailleurs, cette question du partage de ressources, elle ne s'arrête pas à l'eau, elle sera valable sur tous les écosystèmes pour garantir un minimum de stabilité, éviter cette érosion sociale ressentie, mais très souvent vécue également. Il faut que nous, responsables politiques, vous, entrepreneurs, responsables de la sphère privée, mais je sais que vous le savez, mais encore une fois, nous en appelons à ces responsabilités communes. Le droit ne peut s'exercer, et nous voyons avec cette question d'irrigation, de stockage, de réserve de substitution, ce qu'on appelle parfois bassines, que nous sommes, chers maîtres, aux limites du droit, et parfois, par moments et par endroits, dans des limites de guerre civile. C'est de ça dont il s'agit. Donc pour que le droit puisse continuer à imposer sa force, il faut un minimum de stabilité sociale. C'est ce que nous essayons de mettre en œuvre, nous, à la région, à travers un grand programme qui s'appelle Neoterra, qui a pour but la préservation des ressources naturelles, tout en essayant de ne pas trop dégrader nos activités anthropiques sur la construction, mais il y a d'autres solutions, parce qu'on ne peut pas faire que dresser un portrait tragédique, apocalyptique. Nous avons aussi cette responsabilité de narrer un siècle nouveau, des territoires nouveaux. C'est absolument essentiel. Là encore, responsabilité commune. C'est l'éco-construction, c'est la transformation de l'industrie. Et je sais, nous remarquons avec Alain Rousset, vous savez que le président Rousset est toujours très proche des entrepreneurs. Nous investissons 800 millions par an à la région, sur 3 milliards de budget, auprès de l'entreprise, pour accompagner toutes ces transformations. C'est vrai sur les conversions de l'industrie, comment passer des fossiles aux énergies renouvelables. C'est vrai sur les questions d'efficacité énergétique. C'est vrai sur des organisations nouvelles, des organisations contractuelles, sur les relations énergétiques entre les entreprises, où là, nous essayons aussi d'imaginer de servir de tiers. Donc, l'accompagnement de l'entreprise, c'est notre quotidien. L'accompagnement de l'agriculture, le programme agroécologique n'a jamais été aussi présent dans nos esprits. Et là, effectivement, c'est peut-être un peu plus compliqué. Les mutations sont compliquées. Nous avons enfin découvert. Nous savions que cette molécule était présente dans l'air, mais on ne pourra pas continuer trop longtemps de mettre en danger nos populations. C'est juste impossible. Là aussi, c'est une condition sociale incontournable. Bref, les sujets sont multiples. Nous en emparons très fortement. Et tout ça ne se fera pas, je veux vraiment insister là-dessus, sans l'entreprise. C'est compliqué pour les territoires, mais l'entreprise est vraiment un schéma de solution. Les nouvelles intelligences arrivent au quotidien. Nos jeunes ingénieurs trouveront des solutions. Nous en sommes convaincus, quand bien même les solutions ne résident pas seulement sur les évolutions technologiques, mais aussi tout un ensemble de solutions fondées sur la nature, des solutions de coopération entre les femmes et les hommes sur nos territoires, les solutions de coopération dans la relation homme-nature, évidemment. On va trouver les solutions. L'aventure humaine, jusqu'à présent en tout cas, des civilisations disparues, mais la connaissance que nous avons acquise, la connaissance de tout niveau, par les sciences humaines et sociales, par les sciences fondamentales, les sciences appliquées, nous permettront, en tout cas, c'est notre vision politique, de sortir de ce marasme et de trouver ensemble des solutions à offrir aux générations futures. Et d'ailleurs, nous n'avons pas le choix.
merci à vous, en tout cas, pour vos entreprises au quotidien. Et puis, je vais pouvoir observer ce matin seulement, je ne pourrai pas rester cet après-midi, tout ce que vous nous proposez dans le cadre du développement de vos entreprises. Merci et très bonne conférence. Merci beaucoup et à nouveau, on sera à vos côtés l'an prochain.